Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée et que vous êtes maintenant tranquillement installés pour écouter votre libre antenne, j'allais dire, pour prendre le plaisir de rester en notre compagnie pendant 2h30 et apprécier, écouter toutes celles et ceux qui ont décidé ce soir de nous appeler. 39 21, 50 centimes d'euros la minute pour nous appeler, vous le savez. 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour nous écrire vos SMS. Vous êtes tous les soirs très nombreux et très nombreuses à nous écrire. Et voilà, merci pour vos partages, merci pour votre fidélité, chers amis. Et puis, vous pouvez toujours écrire vos mails à Julia et à Florian à libreantenne@europe1.fr, libreantenne@europe1.fr, ou nous écrire sur le groupe Facebook, le groupe de parole, où vous pouvez échanger avec les uns et les autres si vous vous inscrivez sur ce groupe, ou tout simplement écrire en message privé à ces deux jeunes gens qui vous répondront dans les plus brefs délais. La vie n'est pas facile, chers amis. Parfois, elle est comme un long fleuve tranquille, et puis du jour au lendemain, elle se transforme en un océan déchaîné ou voire agité. Si vous avez envie de vous raconter ce soir, si vous avez envie de nous parler de vous, de votre famille, de votre boulot, de vos enfants, de vos voisins, eh bien, vous savez que vous pouvez venir ici nous en parler. Nous sommes là pour vous écouter. Sans plus tarder, votre libre antenne du jeudi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et à 22h34 exactement, nous accueillons Marine au 39-21. Bonsoir Marine. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Marine et quel âge avez-vous ? Alors, je vous appelle de Poyestre, qui se situe juste à côté de Perpignan, et j'ai 49 ans. 49 ans, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Marine ? Je suis celle qu'on appelle Madame Dépakine, celle qui a lancé l'alerte sur le scandale de la Dépakine, oui. Cet anti-épileptique qui m'a été prescrit depuis l'âge de 6 ans, en fait, pour soigner mon épilepsie. Et au moment de fonder une famille, j'ai posé la question si ce médicament était finalement dangereux pour le bébé à naître. Et on m'a dit non, il n'y a pas de problème, Madame Martin, prenez juste de la vitamine et tout ira bien. Et en fait, quand ma fille Salomé est née en 1999, elle n'avait rien de particulier. Je trouvais qu'elle avait un visage un peu asiatique, mais bon, il n'y en avait pas dans la famille. Mais je me dis, bon, on ne sait jamais ce que font les grands-parents. Et puis, quelques années plus tard, la famille s'est agrandie et mon fils est né en 2002. Oui. Et lui, il est né avec une malformation de la verge, du sexe. Donc, et j'ai dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas ça dans la famille. Et puis, on m'a dit que ça existait dans la population de temps en temps, ces malformations. Mais c'est vrai que quand il est né en 2002 à Montpellier, j'avais lu un article dans la presse qui parlait des fils d'agriculteurs qui avaient été exposés aux pesticides, qui avaient ce type de malformation-là. J'ai mis l'article de côté, je l'ai gardé, et puis bon, le temps a passé, on a déménagé de Montpellier à Perpignan, et mon fils, à l'âge de tenir assis, il ne tenait pas assis. Oui. À l'âge de marcher, il ne marchait pas. À l'âge de parler, il ne parlait pas. Donc j'ai commencé sérieusement à me préoccuper, à l'amener chez le pédiatre, qui m'a dit « Oh, c'est une grosse feignasse, ça va venir ». Ah oui, non, des mots assez durs et terribles. Et en fait, à l'âge de 2 ans et demi, je suis allée consulter dans un centre spécialisé. Et c'est là que, d'une certaine manière, j'ai basculé dans un autre monde. On m'a dit, Madame Martin, ça n'est pas un retard, c'est un trouble. Et là, on comprend qu'on bascule dans le monde du handicap. Et là, on me dit, il va falloir une prise en charge lourde, une rééducation.
il y a des troubles neurocomportementaux, donc on ne prononçait pas encore le mot d'autisme, mais on l'évoquait doucement. Il y a un retard psychomoteur, il va falloir faire une rééducation. Voilà. Donc commence l'angoisse de savoir où est-ce que je pourrais amener ce petit garçon, jusqu'où, comment, qu'est-ce que ça allait changer dans notre vie. Moi, je venais juste de retrouver du travail suite au déménagement, donc ça a été compliqué. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu une famille nombreuse, donc je me posais des questions. Est-ce que c'est génétique? Je commençais à m'interroger, et j'interrogeais les médecins qui me disaient, mais pourquoi vous posez des questions, Madame Martin? L'important, c'est qu'il soit bien pris en charge. Et en fait, on arrive comme ça, le temps s'écoule un petit peu jusqu'en 2009, où je vois à la télévision, comme beaucoup de Français, cette série d'un médecin connu, le Dr House, qui parlait du diagnostic différentiel et qui faisait ses tableaux sur un paperboard en mettant d'un côté des malformations. Et j'ai commencé à repenser à ça. Il avait quand même ses malformations physiques, il avait des troubles neurologiques graves, des troubles autistiques. Je trouvais que c'était trop de malchance, pour être honnête. Et donc, en 2009, je vais repenser à cet article sur les fils d'agriculteurs, le pesticide, et je me dis, tous les jours, je ne sniffe pas des pesticides. Par contre, tous les jours, je prends un médicament pour soigner mon épilepsie. Oui. Et tout simplement, dans Google, je me rappelle, c'était une magnifique journée, très ensoleillée, je tape, au lieu de mettre pesticides dangereux pour la grossesse, je mets médicaments dangereux pour la grossesse. Et là, je tombe sur le site d'un hôpital parisien qui s'appelle le CRAT, le Centre de recherche des agents tératogènes à l'hôpital Trousseau à Paris. Je découvre déjà que le mot tératogène, ça veut dire monstre, enfant monstrueux en grec, donc je ne connaissais pas du tout. Et je découvre que le médicament le plus dangereux, c'est un médicament contre l'acné qu'on appelle le Roaccutane. Et le deuxième, c'est celui que je prends tous les jours, la Dépakine. Et là, le tableau clinique colle, malformation génitale, malformation du cœur, malformation des reins, troubles autistiques, troubles du langage, troubles de l'attention. Voilà, tout était là. Et là, finalement, je m'écroule seule devant mon ordinateur, je pleure et je comprends qu'en fait, les gens savaient, je me précipite sur la boîte de mon médicament, la Dépakine, et il n'y avait rien marqué. À chaque fois, il y avait marqué exactement ce que j'avais lu en 99 et 2002, consultez votre médecin, ce que j'avais fait, et on m'avait juste prescrit un peu de vitamine. Et voilà comment je vais découvrir par hasard le lien entre le médicament que j'ai pris pour soigner mon épilepsie et les malformations et handicaps de mon enfant. D'accord. Ça a dû être un sacré choc pour vous de découvrir tout ça. Oui, ça a été le choc, la colère, on m'a menti, on m'a trompé, tout le monde savait, personne ne dit rien. Je vais découvrir rapidement après ce site de l'hôpital parisien qu'il y a une famille en France qui a porté plainte en 2008 contre le laboratoire qui produit la Dépakine. Je vais découvrir qu'en Grande-Bretagne, il y a une association de victimes qui existe depuis 1999. Et là, je vais être sidérée. Donc, après le choc de la découverte, je vais essayer de contacter cette avocate qui avait fait un article dans la presse du côté de Tours et je vais le contacter pour rentrer en contact avec cette famille qui va m'expliquer un peu ses déboires judiciaires à ce moment-là. Et en fait, je le rencontre dans un bouquin que j'ai écrit par la suite, Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire, que en fait, dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier, je vais rêver que je fais un cauchemar, que j'assiste à un viol dans le métro et que je ne bouge pas. Et en fait, je vais me réveiller en me disant, mais tous les jours, des enfants vont naître sous Dépakine et tu ne dis rien, c'est non-assistance à personne en danger. Et c'est là que je vais réveiller mon mari, je lui dis, c'est compliqué de fonder une association et tout. Et il va me dire, non, il faut être 3, il faut un président, un trésorier et puis une secrétaire et c'est bon. Et j'ai dit, je vais créer une association et je vais dénoncer le scandale, etc. Et donc, voilà, on est en 2011, je vais créer l'association APESAC, qui veut dire l'Association des parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, un mot très long pour parler des antiépileptiques, et parce que j'avais très peur de prononcer le mot Dépakine, de prononcer le nom du laboratoire, parce que j'avais peur de me faire attaquer. Mais je vais copier en fait le modèle de mes homologues anglaises, qui s'appelait l'OACS. Donc voilà, je vais faire quelque chose de traduit, que je peux traduire en français. Et c'est comme ça qu'en 2011, je vais tout de suite comprendre que pour trouver d'autres familles et alerter, il va falloir que je fasse appel à la presse. Donc mon maire, qui était député à l'époque, va m'aider à contacter la presse locale, France 3, France Bleu,
l'Indépendant, puisque chez nous c'est ce journal-là, et c'est comme ça que les premiers articles de presse vont sortir, et tout de suite, je vais être contactée par des familles, parce que l'épilepsie, c'est une maladie extrêmement répandue en France, parce que c'était le médicament le plus donné aux femmes enceintes, donc on était potentiellement des milliers. Et donc, en 2011, c'est aussi l'année d'un grand scandale français qui a fait beaucoup de bruit dans la presse, c'est le Mediator. Oui. Et voilà. Et je vois Irène Frachon à la télévision, donc celle qui a lancé, la médecin pneumologue, lanceuse d'alerte du scandale du Mediator, et je me dis, waouh, cette femme, elle est fantastique, ça gouaille, tout ça. Et je me dis, quel est ce jeune avocat qui la défend, parce qu'effectivement, je vais comprendre rapidement que la procédure judiciaire aussi va être nécessaire pour demander réparation, parce que nos enfants, malheureusement, seront dépendants à vie, et qu'ils ont besoin d'une assistance de vie, ils ont besoin de ce qu'on appelle une tierce personne, un aidant familial, et que moi, un jour, je serai plus là pour assurer ce rôle-là, et que donc il faut demander réparation, et puis surtout la colère que le laboratoire m'ait menti, puisque rapidement sur Internet, je vais m'apercevoir qu'il y a une littérature scientifique extrêmement fournie. Je ne vais pas avoir besoin de démontrer le lien de causalité finalement, puisque c'est écrit partout. En anglais, certes. Ça, c'est assez incroyable quand même. C'est écrit partout et pourtant... Pas dans la notice du médicament. Pas dans la notice du médicament. C'est dingue, non ? Oui, c'est dingue. C'est absolument dingue. Mais encore une fois, alors moi je le dis souvent, on était un marché extrêmement porteur. L'épilepsie, c'est très répandu. C'était le médicament le plus prescrit parce que il soigne la dépakine, une des très larges formes d'épilepsie différentes, donc ce qu'on appelle à spectre large. Et il marche très bien et il a relativement peu d'effets secondaires pour les personnes qui le consomment. Donc les neurologues, qui étaient les spécialistes qui prescrivent ce médicament, adoraient ce médicament. Je l'appelle moi le « à tous les coups on gagne ». Ils savaient que s'ils donnaient ce médicament à la patiente, ils allaient la stabiliser et ils n'auraient pas de problème. Et d'une certaine manière, les neurologues, les grossesses, ils s'en préoccupent pas trop. Donc en même temps, vous pouvez donner un médicament comme celui-ci, mais surtout prévenir de la dangerosité. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai reproché. Je ne remets jamais en cause l'efficacité du traitement. Ce que je dis, c'est qu'il y a une loi, la loi de 2002, le consentement éclairé de la patiente, qui dit que on doit informer du risque qu'encouraient les mamans prenant ce médicament sur leur bébé. Moi, je fais partie de ces femmes qui sont toujours épileptiques, qui ne peuvent pas se passer de traitement. Si je prends pas mon traitement, je fais une crise d'épilepsie dans les 2 heures qui vont suivre. Par contre, je peux me passer d'être enceinte. Et sachant que ce médicament était toxique pour le fœtus, je n'aurais pas eu d'enfant. Je l'explique souvent parce que je sais très bien que je ne peux pas vivre sans médicament, mais j'aurais pu adopter, j'aurais pu, je sais pas, bon, c'est pas autorisé en France, mais peut-être faire une procréation à l'étranger, les mères porteuses, c'est discutable, mais c'est un autre débat. Mais voilà, et ça, on ne nous a pas laissé le choix. Moi, ça a eu des conséquences d'avoir un enfant handicapé. J'ai dû m'arrêter de travailler, réduire mon temps de travail jusqu'à finir par arrêter, parce que la prise en charge au quotidien était trop lourde et parce que quand il y a des troubles autistiques, c'est très compliqué de mener une vie professionnelle. Alors, vous avez donc lancé l'alerte à travers la presse et vous avez été entendue, Marine. Oui, alors ça a mis du temps parce que en fait en 2011, je vais essayer en presse locale, ça va marcher, mais toucher la presse nationale, ça va être difficile. C'est pour ça que je vais saisir un avocat médiatique et en l'occurrence celui qui avait aidé Irène Frachon dans le scandale Mediator. Et finalement, en 2015, le Figaro va se saisir du truc et va sortir l'article. Et entre-temps, j'aurais contacté en fait mes homologues anglaises et on va réussir au niveau européen parce que les médicaments en France sont décidés au niveau de l'Europe, on va réussir à faire changer les conditions de prescription. C'est-à-dire qu'on va demander, comme pour l'antiacnéique roaccutane, on va demander à ce qu'il ne soit plus donné chez la femme enceinte et qu'il soit, que ce soit clairement écrit que c'est interdit chez la femme enceinte. Et donc, on va réussir à faire changer ces conditions de prescription et dès lors, la presse nationale va se saisir du sujet. Et d'ailleurs, quand je vous ai croisé, Olivier, boulevard Beaugrenelle, l'autre j'étais justement en train d'enregistrer un podcast avec la journaliste qui avait sorti l'affaire en 2015, Anne Jouan, et effectivement qui sortira mi-avril là sur les lanceurs d'alerte chez Double Monde. Donc ça
c'était un grand plaisir de la revoir et de pouvoir réévoquer ce passage-là parce que effectivement, elle m'a cru. Elle m'a cru à Oui. ce moment-là. Vous avez remporté donc une grande victoire le 5 janvier 2022. Racontez-moi. Oui, alors très rapidement, je vais attaquer Sanofi partout. D'abord en individuel sur mon dossier personnel aussi, et puis en 2015, je vais les attaquer au pénal. Donc ils risquent des peines de prison. Je vais attaquer aussi l'État au tribunal administratif, donc l'État qui est représenté en France par l'Agence du médicament, qu'on appelle ANSM. Mhm. Et je vais faire changer, aux côtés d'Irène Frachon, mais aux côtés d'associations autres comme le scandale du Distilben et d'autres encore, on va faire changer la loi pour rendre l'action de groupe en matière de santé possible en France. La class action à la française. C'était sous le gouvernement Touraine à l'époque. Et donc, mon association, l'APESAC, va être la première association à porter plainte en action de groupe. Et là, le 5 janvier dernier, on vient de gagner la première action de groupe, donc ça s'était jamais fait. On a fait condamner Sanofi, le laboratoire, pour la tromperie, le défaut d'information et là, ce qu'on appelle la défectuosité de son produit. Ils nous ont menti, ils nous ont trompés. Et ça, c'était vraiment une victoire parce que on parle là d'un géant pharmaceutique, le fleuron de l'industrie française, un big pharma. Et je peux vous assurer que c'est compliqué d'affronter Sanofi et que Sanofi m'en fait voir de toutes les couleurs. C'est-à-dire par exemple, l'entretien, aujourd'hui, je suis devenue experte sur tout ce qui est médicaments et grossesse. Et donc, même si j'ai attaqué l'agence du médicament, ils ont accepté ils ont à un moment donné sollicité des patients experts pour siéger dans les commissions justement d'autorisation de mise sur le marché des médicaments chez les femmes enceintes. Et donc, je me suis dit, je vais postuler. Mais jamais ils me prendront, je suis tellement pénible. Et puis si, ils m'ont pris. Donc, je suis rémunérée, je crois, 100 € tous les trimestres pour mon expertise. Et Sanofi a attaqué l'agence du médicament pour me faire virer. En disant, mais Madame Martin, elle risque de nous faire supprimer des autorisations de mise sur le marché, sur le médicament, etc. Comme si j'avais ce pouvoir-là, ce qui n'est pas vrai. J'ai un pouvoir consultatif au milieu d'une trentaine de médecins, de spécialistes, et j'ai juste un avis à donner quand il s'agit de voter sur des trucs. Donc, ils ont été déboutés par le tribunal administratif, mais ils me harcèlent dans mon dossier personnel qui dure déjà la procédure, donc on est en 2022 depuis 10 ans. Ils multiplient les recours, les échanges d'écriture avec le juge pour retarder au maximum la procédure parce qu'ils savent que derrière, j'ai entraîné des milliers de familles derrière moi. La PESAC aujourd'hui, c'est plus de 7600 familles au quotidien que je gère. Donc forcément, ils voudraient bien avoir la tête de l'organisation et c'est vrai que je leur en fais voir de toutes les couleurs. C'est vrai que je leur en fais voir. Mais eux aussi m'en font sacrément baver. Bon, mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes quand même dans une victoire sur ce laboratoire. Vous avez fait avancer les choses, vous avez prévenu et vous avez empêché tout un tas de femmes de vivre le cauchemar que vous avez vécu, Marine. Oui, tout à fait. Et je suis très fière, notamment, par exemple, si vous voyez aujourd'hui des petits pictogrammes sur les boîtes de médicaments, c'est parce que j'ai fait changer la législation. Parce que je me disais, je comprends pas, ça y est sur les bouteilles d'alcool, ça y est sur les paquets de cigarettes, on le sait pour ces produits-là, mais on le sait pas chez le médicament. Donc, il faut absolument que je fasse changer la loi. Donc, j'ai regardé les décrets d'application et j'ai, avec des parlementaires, des élus, j'ai fait changer pour rendre ça possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je veux pas être uniquement dans la critique, je veux être dans la construction et faire évoluer la société pour que les femmes enceintes sachent que les médicaments pendant la grossesse, au-delà des antiépileptiques, c'est pas bon. Donc, j'essaye d'être dans une démarche un peu proactive et voilà. Et c'est pour ça que là, récemment, je fais partie de la maison des lanceurs d'alerte puisque au début je me reconnaissais pas tout à fait dans ce rôle-là parce que je me disais mince, moi je suis pas un salarié au sein d'une entreprise qui a dénoncé je sais pas un déversement de pesticides dans la nature ou des choses comme ça, et donc au départ je me disais je me vois pas vraiment là-dedans, et en fait si, parce que j'ai quand même abandonné ma carrière professionnelle. J'étais responsable logistique, donc rien à voir avec le médical ni le droit, mais que quand effectivement, j'ai compris qu'il fallait que je monte souvent sur Paris pour soit faire une émission télé ou négocier avec des parlementaires pour faire changer la loi. Et j'y arrivais plus, en plus du handicap de mon enfant. Donc,
j'ai fini par laisser tomber mon boulot de responsable et je me suis investie à fond dans cette mission. Et aujourd'hui, voilà, je suis fière d'avoir participé récemment à la transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. On a beaucoup travaillé avec le député Sylvain Waserman et au sein de la Maison des lanceurs d'alerte pour transposer cette directive européenne que la France devait appliquer, quoi. Mais qui, effectivement, par exemple, reconnaissait le rôle justement des associations comme finalement moyen de protection des lanceurs d'alerte pour les protéger effectivement des entreprises qui seraient susceptibles de faire pression sur elles, quoi, comme ça a été un peu le cas pour moi, quoi. Très bien, écoutez, bravo en tout cas pour votre courage, bravo pour votre abnégation. Et puis, bien évidemment, j'espère que vous nous tiendrez au courant de l'évolution de tout ça. Et on ne sera pas sans entendre parler de vous, parce que je pense que vous menez toujours le combat. Et comme vous nous l'avez dit, Sanofi n'a pas dit son dernier mot vis-à-vis de vous. Donc, vous allez continuer à vous battre, je pense. Oui, là ils m'en font voir de toutes les couleurs dans les procédures pénales là en ce moment. Ils sont particulièrement acharnés. Mais comme je le dis, moi, nous on a pris perpète avec nos enfants handicapés, donc ils sont pas prêts de me voir lâcher prise par rapport à ça, parce que voilà, ils ont ruiné nos vies. Moi, quand je vois certains enfants, le degré de handicap qui ont vraiment abîmé, c'est scandaleux. Et puis certains sont décédés. Ils sont poursuivis quand même dans le cas du pénal pour blessure et homicide involontaire. C'est quand même extrêmement gravissime. Donc d'ailleurs, j'aimerais que nos parlementaires, là, en période d'élection, prennent la parole par rapport à ce sujet, parce que c'est vrai que j'ai mis en place un fonds d'indemnisation des victimes de la dépakine, mais actuellement, il n'y a que l'État qui finance ce fonds, alors que normalement, Sanofi devait au départ abonder ce fonds, surtout qu'il y a eu des condamnations judiciaires qui rendent leur responsabilité. Donc ce serait bien que M. Macron, s'il nous entende aujourd'hui, qu'il demande à Sanofi d'abonder ce fonds d'indemnisation et qu'ils assument leurs responsabilités. Écoutez, en tout cas, il vient de se lancer dans sa campagne, donc espérons qu'il vous entende. Voilà. Merci mille fois, Monique. Monique, vous savez, Marine. J'ai un joli prénom quand même. Oui. Non, mais c'est parce que j'ai Monique qui attend sur l'autre ligne, donc c'est pour ça qu'il y avait son nom en gros sur mon écran. Bonne soirée à vous, Marine. Je vous remercie, Olivier. Et courage à vous. Merci encore de au revoir. donné la parole. Je vous en prie, au revoir. Merci.